En tant que photographe de paysage, on aime vraiment avoir des photos nettes et même, je dirais plus des photos nettes du début de sa photo, donc du premier plan, jusqu'au bout de sa photo, jusqu'au dernier plan. On veut que tout soit net le plus possible. C'est même pour ça qu'on va essayer de chercher des objectifs qui sont le plus piqués, les plus chers, les meilleurs. Mais souvent, ce n'est pas facile d'avoir cette netteté sur l'ensemble de sa photo, que ce soit parce qu'on a de mauvais réglages ou tout simplement que physiquement ce n'est pas possible. Et donc dans cet épisode, nous allons voir comment avoir la meilleure netteté sur l'ensemble de sa photo et les différentes méthodes pour l'obtenir. Ok, alors tout d'abord, on va voir ce que c'est la profondeur de champ. Donc la profondeur de champ, c'est la distance entre l'élément le plus proche et le plus éloigné de votre photo qui vont être nets. D'accord? C'est flou, puis ça devient net. C'est net, 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 jusqu'à un autre endroit où ça redevient flou. La profondeur de champ, c'est cette distance-là, là où c'est relativement net. Et bien évidemment, la netteté sur cette zone ne sera pas homogène. Il y aura un endroit où ce sera plus net, jusqu'à un endroit où on considère que c'est acceptablement net. Hein, la rupture n'est pas franche. Donc on va faire maintenant un petit aparté sur l'influence et l'importance de l'ouverture sur la profondeur de champ. On entend souvent dire qu'en photo de paysage, on va prendre nos photos à f/8 ou f/11, qui sont des relativement petites ouvertures. Et en fait, c'est tout simple, c'est tout simplement que plus l'ouverture est petite, plus la profondeur de champ va être grande. Alors du coup, vous allez me dire, pourquoi f8, f11 et pourquoi pas aller jusqu'à f22 par exemple, parce que c'est ce qu'il y a de plus petit, donc on devrait avoir une super grande profondeur de champ. Donc oui, en effet, on a une très grande profondeur de champ à f22 ou à f16, mais la difficulté c'est que comme on a une ouverture toute petite, on va avoir un autre problème optique qui va apparaître, qui est la diffraction. Et le problème avec la diffraction, c'est que la conséquence sur votre photo, c'est que ça va altérer la netteté. Donc c'est l'inverse de ce qu'on voulait faire finalement. Généralement, sur les objectifs, on dit que la meilleure qualité optique, ou le meilleur piqué si vous préférez, va se situer aux alentours de f8, f11, mais globalement, c'est quand même très similaire à f5.6 ou à f14, voire parfois à f16, surtout si vous êtes sur des plus grands capteurs. Donc ne vous dites pas à chaque fois qu'il faut faire mes photos à f8 ou f11 obligatoirement, c'est l'optimum, mais si vous allez de f5.6 à f14, f16, globalement vous êtes bien. Ok, c'est bon pour la profondeur de champ, on sait comment la maximiser maintenant. Par contre, on ne sait toujours pas où on fait la mise au point. Alors vous avez un cas simple qui est si vous n'avez pas de premier plan. Dans ce cas-là, vous pouvez faire la mise au point à l'infini, sur la montagne qu'il y a tout là-bas par exemple, et globalement tout sera net avec une ouverture suffisamment petite. Le problème arrive à partir du moment où vous allez avoir un premier plan relativement proche, ce qui est quand même souvent le cas en photo de paysage, et dans ce cas-là, si vous faites la mise au point à l'infini, votre premier plan sera flou. Du coup, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait dans ce cas-là? Pour commencer, je vais t'expliquer la définition de distance hyperfocale. C'est la distance où vous allez faire la mise au point qui va vous permettre d'avoir la profondeur de champ la plus grande avec les réglages que vous aurez à ce moment T. La netteté sera acceptable entre l'infini et la moitié de cette distance hyperfocale. Et donc vous aurez, en faisant la mise au point sur cette distance, la profondeur de champ la plus grande possible. Et du coup, vous aurez une photo qui sera nette de l'infini à la moitié de cette distance hyperfocale. Cette distance hyperfocale va varier en fonction de votre focale, de votre capteur si vous êtes sur APS-C ou sur full frame, ainsi que de votre ouverture. Calculer cette distance hyperfocale de tête comme ça est trop compliqué. Soit on a une table avec toutes les distances hyperfocales en fonction de la focale et de votre ouverture, soit vous utilisez une application. Moi j'utilise celle de Photofill qui marche très bien et qui va donc me donner mes différentes distances hyperfocales en fonction de mes réglages. Maintenant que vous puissiez comprendre comment cette distance hyperfocale évolue en fonction des réglages que vous allez faire, je vais vous montrer quelques exemples avec aussi certains schémas qui vous aideront à comprendre. Du coup, pour commencer, je me mets à 11 mm à f2.8, je suis sur APS-C. Mon application me donne une distance hyperfocale de 2,26 mètres. Ça veut dire que si je fais ma mise au point sur ces 2,26 mètres, ma photo sera nette de l'infini à la moitié de cette distance hyperfocale, donc à 1,13 mètres. Maintenant, je passe à f11 en gardant mes 20 mm sur APS-C. Maintenant, la distance hyperfocale est de 0,57. Ça veut dire que si je fais ma mise au point sur la distance hyperfocale, j'aurai une photo nette de l'infini jusqu'à 0,29 mètres. Vous avez remarqué qu'en prenant une ouverture plus petite, ma profondeur de champ a été augmentée, que mes premiers plans plus proches seront nets en gardant le même cadrage. C'est pour ça que généralement on aime aussi en photo de paysage beaucoup faire des photos à grande ouverture f11, f13. Premièrement, généralement les objectifs ont un meilleur piqué assez focal et deuxièmement, vous aurez une profondeur de champ qui sera meilleure et du coup vous avez plus de chances d'avoir un premier plan net. Prends un cadrage à 20 mm à f2.8. Et bien là, ma photo sera nette en 3,73 mètres et l'infini.
Et maintenant, si je passe à f11 à 20 mm, ma photo sera nette entre 0,94 m et l'infini. Vous avez remarqué aussi que la profondeur de champ est plus petite quand vous prenez une focale grande, mais généralement ce n'est pas tellement un problème parce que plus vous allez prendre une focale grande, plus généralement votre premier plan sera loin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je fais ma mise au point à l'infini? Eh bien, en fait, c'est assez simple. La mise au point à l'infini donne une profondeur de champ qui va de l'infini jusqu'à la distance hyperfocale. En fait, si je reprends mon exemple, à 20 mm à f11, on a une distance hyperfocale qui est environ de 4 mètres. Ça veut dire que si vous n'avez pas de premier plan avant ces 4 mètres, que votre photo ne commence pas avant 4 mètres après votre appareil photo, eh bien, vous allez avoir une photo nette sur l'ensemble de la photo. C'est-à-dire, cet arbre qui se trouve à peu près à 6 mètres, si vous le prenez à 20 mm f11, eh ben vous pouvez faire la mise au point sur l'arbre ou à l'infini. Mais comme on l'a dit, la profondeur de champ, c'est-à-dire netteté acceptable sur l'ensemble de la photo. Donc je vais vous dire que c'est toujours mieux de faire la mise au point sur l'arbre pour avoir la meilleure qualité de netteté sur l'arbre et que ça soit légèrement moins bon à l'infini que l'inverse. Mais de toute façon, c'est très peu notable. Et donc, juste pour vous dire que si vous faites dans ce cas-là la mise au point à l'infini, vous aurez toutes vos photos qui vous semblera acceptablement nettes. Mettons maintenant que j'ai un premier plan qui se trouve un peu plus proche, c'est 4 mètres de mon appareil photo. Je veux maximiser ma profondeur de champ. Je pourrais faire la mise au point à l'hyperfocale à environ ces 4 mètres et me retrouver avec, donc, comme on l'a vu, une profondeur de champ qui va de la moitié de cette hyperfocale, 2 mètres, jusqu'à l'infini. Le truc, c'est que si je vais faire ma mise au point à l'hyperfocale, il faut que je sois assez précis. Parce qu'en fait, si je fais la mise au point avant ça, eh ben, on va se retrouver avec une photo qui sera nette sur la première partie de ma photo, mais avec un infini qui ne sera pas net. Alors, imaginez que vous ayez des super montagnes en arrière-plan. Ce serait vraiment dommage d'avoir un premier plan net et l'arrière-plan qui est flou. Et donc, pour faire ça, vous pourriez prendre un mètre et venir faire votre mise au point exactement à 4 mètres. Ça marcherait, mais c'est assez contraignant. Alors que vous allez vous rendre compte que si vous faites votre photo légèrement plus loin, eh ben, ça ne va pas affecter énormément la première partie de votre photo qui sera nette ou floue. Du coup, il y a une façon d'éviter ce problème, c'est de faire sa mise au point après quelques mètres après la distance hyperfocale. On dit souvent de faire la mise au point au tiers de sa photo. Par exemple, ici, sur le cadrage que vous avez, le tiers de la photo va à peu près correspondre à cet arbre. Donc le tiers qui correspond à peu près à cet arbre, qui se trouve environ à 8-9 mètres de mon appareil photo. Et je vais vous donner la différence de profondeur de champ quand je fais la mise au point environ à ces 8 mètres, comparé à une mise au point faite sur la distance hyperfocale qui se trouvera à peu près à 4 mètres. Du coup, cette théorie de faire la mise au point au tiers est surtout là pour vous dire que vous pouvez prendre de la marge sur vos distances hyperfocales et que si vous n'avez pas un premier plan tout proche, et dans ce cas-là, vous n'allez pas perdre énormément de profondeur de champ et que ça n'affectera pas votre photo et que ce sera beaucoup plus simple à faire comme mise au point. Avec tout ce qu'on a vu, vous pouvez déjà voir comment vous allez faire votre mise au point dans la plupart des cas. Bon, si vous avez une photo avec un téléobjectif où on voit une chaîne de montagnes très loin qui est basiquement à l'infini, vous pouvez faire la mise au point à l'infini sur cette chaîne de montagnes. Votre photo sera nette parce qu'en fait, il n'y a pas de premier plan. Maintenant, je veux faire la mise au point sur, comme je l'ai vu sur mon arbre qui se trouve environ à 8-9 mètres. Je n'avais pas vraiment de premier plan sur le cadrage de la vidéo que vous avez pu voir. Il n'y avait pas vraiment de premier plan direct. Et là, vous savez que vous pouvez faire la mise au point à ces 8-9 mètres. Vous allez retrouver avec une photo qui sera nette quelques mètres avant cet arbre jusqu'à l'infini. Pas de premier plan, mise au point à l'infini. Un premier plan, faites votre mise au point sur le tiers de votre photo sur votre sujet à peu près. Et ça vous donnera une photo nette sur l'ensemble de photos. Mais maintenant, si j'ai un premier plan
qui se trouve vraiment tout proche de mon appareil photo, voire même avant la distance minimum de mise au point si je fais ma mise au point sur la distance hyperfocale, est-ce que je suis condamné à choisir de faire la mise au point au tout début de ma photo et avoir une photo nette sur le reste, ou avoir une mise au point au tiers de ma photo et avoir la première partie de ma photo qui ne sera pas nette? Sylvain, est-ce que tu as une solution pour éviter ce problème? Il existe une ultime technique qui marche à tous les coups mais qui est plus contraignante à la prise de vue, et ça c'est le focus stacking. L'idée c'est que vous allez prendre la même photo avec le même cadrage, mais vous allez la prendre plusieurs fois et à chaque fois en changeant la distance de mise au point. Donc ça permet d'utiliser son objectif à sa qualité maximale, à son piqué maximum, sur toute la profondeur de champ de l'image. Et le petit inconvénient, c'est que vous allez devoir faire une petite manipulation dans Photoshop ou un autre logiciel avancé de traitement de photos. Vous allez devoir stacker les photos, les empiler les unes sur les autres, mais ça se fait automatiquement dans ces logiciels, pour qu'ensuite le logiciel aille juste récupérer la partie la plus nette de chacune des photos, pour que vous finissiez avec une photo nette du début à la fin. Un point d'attention quand même à cette technique, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas avoir de sujet en mouvement dans la photo. Typiquement, vous avez une rivière, un lac, des vagues, des choses comme ça, là généralement ça peut poser problème. Et parfois dans ces situations-là, le logiciel ne sait plus trop quel bout prendre, il ne sait plus trop déterminer si c'est net ou si c'est flou, et parfois il va un petit peu s'y perdre, et c'est là où il faut vraiment aller sur des techniques avancées à la main dans ces logiciels-là. C'est toujours possible, mais ça devient compliqué. Donc là on va faire la prise de vue ici, et puis on fera le post-traitement dans une autre vidéo un peu plus tard dans la formation. Alors on commence par faire une photo où la mise au point sera faite sur le premier plan, vraiment le plan le plus proche de notre appareil photo. Et comme ça, cette partie-là sera nette. Ensuite, on va faire la mise au point un petit peu plus loin, on reprend une photo, puis un petit peu plus loin, on reprend une photo, et on continue comme ça jusqu'à l'infini. Alors combien de photos il faut faire? Écoutez, ça dépend. Ça dépend de la scène, ça dépend de votre ouverture, mais au minimum, il faut faire généralement au moins 3 photos. Et si vous avez un premier plan vraiment très proche, au très grand angle par exemple, là il va falloir multiplier les prises de vue, surtout près du premier plan. Plus vous allez loin, plus vous pouvez espacer les prises de vue, mais très proche, vous allez devoir en faire plein. Donc par exemple, imaginez que vous avez un rocher qui commence à 10 cm de votre appareil photo, peut-être que vous allez devoir faire sur le rocher 5 ou 6 prises de vue, puis une un petit peu derrière, puis 2 un peu plus loin, et une dernière à l'infini par exemple. Donc normalement, vous savez maintenant où vous devez faire la mise au point. Si on récapitule, vous pouvez faire la mise au point à l'infini si vous n'avez pas de premier plan proche. Vous pouvez faire la mise au point au tiers de votre photo si vous avez un premier plan mais qu'il est un petit peu éloigné. Et si vous avez un premier plan vraiment très proche, là il faut utiliser la technique du focus stacking et faire plusieurs photos avec des mises au point décalées.